Alors, scénario effrayant, partie 2. Hein, OVNI, attention, danger. Je vais aller tout de suite, comme ça au moins. Un scénario effrayant. Voilà, comme ça. Alors, c'est sur les abductions, le quatrième type. Voilà. Contact du quatrième type, voilà, ça sera le titre, de toute façon, chapitre 2, je veux dire. Des effrayants, des exemples. Et demain, il y aura la troisième partie, qui sera déjà pas mal, et après, du il n'y a rien. C'est parti. Des exemples. Les deux premiers cas connus, du moins les plus célèbres, eurent lieu en 1957 et en 1961. Bon, ils furent l'objet de nombreux articles de presse et de livres. Pour être honnête, nous devons reconnaître que les ufologues n'ont pas tellement cru à ces histoires qui semblaient être de la pure science-fiction. Il faut dire qu'à l'époque, ce genre de récit étonnait, mais depuis, les langues se sont déliées et les milliers de témoignages nous ont obligés à revoir le sujet. Le premier cas est celui d'un Brésilien âgé de 23 ans, Antonio Villas-Boas, dans la nuit du 15 octobre 1957, peu après minuit. Antonio labourait ses champs sur son tracteur, phare allumé. Tout à coup, le champ se trouva éclairé comme en plein jour. Il y avait autre chose que les malheureux phares pour produire une telle clarté. Antonio leva la tête pour voir l'origine de ce mystère. Un énorme vaisseau spatial dirigé vers le sol cette éblouissante lumière. L'engin se posa doucement, sans bruit, à quelques dizaines de mètres du témoin. Pris de panique, ne pensa qu'à s'enfuir, mais les phares de son tracteur s'éteignirent et le moteur s'arrêta. Il sauta de son chaise et se mit à courir très vite. Très vite. 4 humanoïdes casqués le saisissent et le firent entrer à l'intérieur de l'OVNI. Dans son témoignage, Antonio dit qu'il se souvenait parfaitement de l'entrée par laquelle lui et les entités sont passées, mais qu'une fois à l'intérieur, il n'avait aucune porte ouverte ni fermée. Ce détail revient souvent dans les témoignages des abductés. Dès qu'il fut entré dans une grande salle éclairée d'une lumière éblouissante, les humanoïdes y prévélèrent du sang sous le menton. Il se souvient qu'il y avait une sorte de brouillard de fumée à l'odeur épouvantable, lui donnant l'envie de vomir. Puis, toujours d'après Antonio, une magnifique humanoïde, donc une femelle, enfin bon, complètement nue, est arrivée. Son langage se résumait à quelques grognements. Ça doit être... bon bref. Lui-même a été déshabillé par ses ravisseurs. La femme humanoïde se plaqua contre lui et il n'eut aucun problème pour s'accoupler avec elle, malgré les nausées qui ne lui lâchaient pas. Quand tout fut terminé, l'alien de NE, bah oui c'est la femelle, mit un doigt, m'a fait peur, sur son propre ventre, prit celui-ci d'Antonio, et enfin elle le pointa vers le haut. Antonio dit qu'elle avait compris que le fruit de leur union allait partir vers le ciel. Il semblait qu'on lui expliquait par transmission de pensée que cette race d'aliens avait besoin des humains, hommes et femmes, pour éviter leur propre extinction. Il fut ensuite ramené près de son tracteur pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il passa son temps à dormir et à vomir. Il fut examiné par les médecins et subit une expérience psychiatrique concluant qu'il était tout à fait normal. On remarqua 2 petites cicatrices sous son menton et des brûlures sur le corps. Il ne put s'en rappeler l'origine. Est-ce le contact avec l'alien? Point d'interrogation. 2NE. Les enquêtes de police et expertises médicales furent gardées secrètes pendant plusieurs années avant d'être divulguées lorsque d'autres cas apparurent dans les médias. Alors attention, la TV merde, c'est même pas la peine d'en parler. Antonio déclare à ses amis que par la suite, il fut enlevé plusieurs fois, ce qu'on lui présenta l'enfant hybride né suite à son rapport sexuel avec la femelle alien. Beaucoup de témoins au cours des décennies disent qu'ils ont eu l'impression d'avoir changé intellectuellement parlant. Le cas s'est vérifié avec Antonio. En effet, celui-ci qui vient de mourir a exercé la profession d'avocat alors qu'il était un jeune fermier illettré lors de son premier enlèvement. Ben, je vais vous dire une chose, depuis que j'ai eu mes trucs bizarres autour de mon lit, ma paralysie, je sentais des êtres que je ne pouvais pas parler pendant moins 10 secondes. Ben, depuis ce temps-là, les livres, l'ufologie, ça c'est encore plus, beaucoup plus. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est souvent les trucs, hein.
Et lui, il faut pas oublier qu'il était fermier et est devenu avocat. Donc c'est quand même un truc de dingue. Le deuxième cas connu est lieu en 1961. Il fut fortement médiatisé aux États-Unis et parmi les groupements ufologiques de la planète. 40 ans ont passé depuis, mais dans l'énorme dossier des enlèvements, il reste un cas de référence car les aliens semblent avoir voulu nous montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire. Il s'agit de l'affaire des époux Betty et Barney Hill, pas Benny Hill. Certains détails dans le témoignage de ces deux abductés n'ont pas retenu de suite l'attention. Je pense avoir été un des premiers, en 1976, à me percevoir que le problème des abductions, si on se fiait au témoignage, était beaucoup plus compliqué qu'on essayait de nous le faire croire. Lorsque j'expliquais à cette époque que les aliens nous manipulaient d'une façon extraordinaire, je ne pensais pas que les milliers de témoignages, milliers, de toute façon c'est même des centaines de milliers, c'est même des millions, parce qu'il y a eu en 1965, je crois qu'il y a eu 4 millions, 3 ou 4 millions de disparus, d'un seul coup qu'on n'a jamais retrouvé. Aux États-Unis. Et je crois que c'était dans le livre Revenir de son danger que j'avais dit. C'est 3 ou 4 millions. Je crois que c'était 1965. Je ne pensais pas que des milliers de témoignages qui allaient suivre au cours de décennies suivantes allaient me donner autant raison. Concernant le cas des époux Hill, il faut se restituer dans le contexte de l'époque. Le racisme faisait des ravages aux États-Unis. Or, le couple Hill est composé de Betty, une blanche, et Barney, un noir, ce qui n'est pas courant et ne pouvait les faire passer que pour des farfelus, sinon des traites dans leurs communautés respectives. Les années ont choisi de ce couple atypique, sachant que de cette façon les médias allaient en parler encore plus comme s'il s'agit d'un couple soit blanc ou noir. C'est en partant de cette interrogation que j'ai trouvé nombre de manipulations dans tous les témoignages et que j'ai commencé à écrire un livre sur le sujet, livre qu'il m'a fallu suspendre après ma rencontre avec les hommes en noir, parce que j'avais fait une vidéo dessus. Il avait été sélectionné ici, on avait dit d'arrêter, il a continué. J'ai compris heureusement très vite qu'il était trop tôt pour dévoiler certaines choses. Il semble que depuis les aliens et les Men in Black laissent les auteurs, les médias, les télévisions et le cinéma dire ce qu'ils en veulent. Ouais, ça malheureusement. Et j'ai toujours dit que ça n'a rien à voir. Même par rapport au cinéma, c'est pas encore... le Men in Black, c'est complètement... D'accord, c'est magnifique, c'est un beau film. Bon, le 1, le 2, je sais plus. Et même le remake, encore ça va. Mais par rapport à la vraie ufologie, c'est pas encore ça. C'est complètement différent. Voilà, et revenons à l'aventure fantastique du couple Hill. Ils voyageaient de nuit sur une route déserte. Tout à coup, ils observèrent une masse lumineuse dans le ciel qui semblait accompagner leur voiture. Barney arrêta son auto, prit ses jumelles et observa l'engin qui émettait des jets de lumière de différentes couleurs, à environ 50 mètres au-dessus d'eux. L'engin était énorme, rond, et il y avait comme des hublots sur son pourtour. Il s'immobilisa, illuminant la campagne d'une lumière bleutée. Puis il descendit et doucement, sans bruit, vint se poser dans un champ sur le bord de la route à une vingtaine de mètres de la voiture. Barney, sans raison valable, ouvrit sa porte, descendit de son automobile et partit en direction de l'OVNI. Sa femme lui supplia de revenir. Rien n'y fit. Une force le poussait à agir de cette manière imprudente. Dans son témoignage, il dit avoir vu derrière les hublots des êtres habillés comme des militaires et cria « Je ne peux pas le croire ». Une porte s'ouvrit sur le côté du vaisseau. Betty l'entendit crier. Barney, réalisant subitement le danger, rebroussa chemin en courant, sauta dans sa voiture, écrasa l'accélérateur et démarra sur les chapeaux de roue. Mais il n'alla pas loin. Une sorte de brouillard, souvent décrit dans les témoignages, enveloppa leur auto. Betty et Barney entendirent nettement des bip-bip stridents et s'endormirent aussitôt, profondément, bien qu'ils furent réveillés. Toujours par le son de ces bip-bip qui semblaient provenir de nulle part, Barney était toujours au volant. Betty était assise à côté de lui. La voiture roulait sur une route qui n'était pas celle où avait lieu l'incident. Un panneau indicateur leur apprit qu'ils entraient dans la ville d'Ashland. Ils étaient donc à environ 60 km de l'endroit où ils étaient entrés dans le brouillard. Faut pas demander. Et j'arrête là. La prochaine suite, demain. En 3 parties. Moi, ça sera déjà pas mal. Voilà, OVNI, attention, danger. Et là, c'était des exemples. Donc, c'est le numéro 2, un scénario effrayant. Et demain, le 3. Et après, lui, il n'y aura rien. Voilà, je coupe là. Merci. A plus. Merci.